Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale start-up africaine. Le dossier du jour sera consacré ce jour à une initiative rwandaise des kiosques présents dans les rues et qui permettent entre autres de charger téléphone portable ou encore d'avoir accès à Internet. Et au sommaire également de cette émission, visite du roi marocain Mohamed VI au Rwanda, une visite économique puisque des accords de partenariat ont été signés, mais aussi diplomatique. Le royaume chérifien cherche en effet à réintégrer l'Union africaine. Et les candidats ghanéens à l'élection présidentielle recalée par la commission électorale ont assigné l'institution. Les observateurs craignent un report du scrutin présidentiel prévu initialement ce 7 décembre. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour débattre de ces sujets qui font l'actualité du continent. Ce sont bien évidemment nos éditorialistes. Avec à ma gauche Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, c'est un plaisir. Un plaisir de vous retrouver sur le plateau, Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Malik Hacher. Malik, ravi de vous accueillir. Également, Amira, et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est arrivé ce 18 octobre à Kigali, capitale rwandaise. Il s'agit de la première étape de sa tournée en Afrique de l'Est qui doit le mener ensuite en Tanzanie et en Éthiopie. Une visite qui intervient alors que le Maroc cherche à réintégrer l'Union africaine, une institution qu'il avait quittée il y a plus de 30 années maintenant pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Camdem. Le roi Mohamed VI entame une tournée inédite en Afrique de l'Est. Avec pour première escale le Rwanda, le roi du Maroc a été reçu ce mardi 18 octobre par Paul Kagame, son homologue rwandais à Kigali. Le souverain doit par la suite se rendre en Tanzanie et en Éthiopie. 3 escales d'une tournée stratégique qui constitue le socle d'un nouveau partenariat économique avec l'Afrique de l'Est. Une offensive à la fois politique, économique et diplomatique portée par le roi Mohamed VI, fort de sa vision de coopération sud-sud. La tournée du roi donc en Afrique montre d'abord tout l'intérêt que le Maroc porte au continent. D'abord, ils se sont attaqués à la partie francophone de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la région du lac. Le Maroc est plus que jamais, découvre plus que jamais que l'Afrique est un levier de croissance pour son économie. Aujourd'hui, quand on voit le poids de Paul Kagame dans sa stratégie régionale et continentale, il a trouvé un allié objectif avec ce Maroc. Ce mercredi 19 octobre, le Maroc et le Rwanda ont procédé à la signature de 19 accords bilatéraux. Pour le royaume chérifien, c'est un moyen de consolider son positionnement sur l'échiquier continental avec un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une cérémonie très importante qui marque la solidité et l'étendue de notre coopération bilatérale. 19 accords approuvés par les 2 pays seront signés entre la République du Rwanda et le Royaume du Maroc. Avec votre permission, Son Excellence et Sa Majesté, nous allons maintenant débuter la cérémonie. Par ailleurs, sa tournée en Afrique de l'Est pourrait permettre au roi Mohamed VI d'obtenir les soutiens du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Éthiopie pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Messieurs, c'est environ en 2013 que le roi Mohamed VI décide de faire bifurquer sa diplomatie vers le sud et depuis son offensive en direction de l'Afrique subsaharienne, surtout francophone, n'est plus à démontrer. Les partenariats économiques se sont multipliés. Depuis, on le sait, le Maroc veut réintégrer l'Union africaine et en faire partir la RAS, la République arabe sahraoui démocratique. Le royaume est donc en quête de soutien sur la question du Sahara occidental. Pourtant, Jean-Marie, on sait que le Rwanda fait partie de ceux qui soutiennent la position du Front Polisario. Je pense que la diplomatie, c'est-à-dire du roi Mohamed VI, c'est-à-dire une diplomatie à tout va, c'est-à-dire il a à tout prix besoin de réintégrer l'Union africaine. Donc cette réintégration va
c'est-à-dire vers les pays qui ont une certaine dynamique en Afrique. On sait aujourd'hui que le Rwanda, si vous voulez, a une aura, c'est-à-dire de par la dynamique économique que porte le Rwanda et le poids politique du Rwanda, qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que jusque-là, le Maroc s'est tourné uniquement vers l'Afrique francophone. L'Afrique de l'Est était un peu abandonnée. Donc vous voyez que c'est une visite qui va l'amener, c'est-à-dire non seulement au Rwanda, il va visiter la Tanzanie, il ira en Éthiopie, et pour essayer d'asseoir, si vous voulez, la dimension économique du Maroc, dont je pense que le Maroc a besoin de cela pour essayer de réintégrer justement l'Union africaine dont on parle, d'avoir des alliés de poids dans la région. On sait que l'Éthiopie aujourd'hui, c'est un des berceaux, si vous voulez, de la création des unités africaines. Et s'il finit sa visite par l'Éthiopie, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui tient du hasard. Alors Malik, clairement, il semblerait que le Maroc pose comme condition à son retour dans l'Union africaine l'exclusion de la République arabe sahraoui démocratique. Pour y parvenir, il y aurait manifestement trois moyens. L'exclusion après un coup d'État, comme ça a été le cas par exemple en Guinée ou même pour la Mauritanie en 2008, un départ volontaire ou bien une modification du texte fondateur. Donc trois moyens pour exclure la RAST. Pensez-vous vraiment que ce soit possible que cette République arabe sahraoui démocratique soit exclue de l'Union africaine comme souhaiterait manifestement le Maroc? Vous venez de citer trois conditions. Ça laisse peu de marge pour le Maroc de le faire, justement, de mettre en place cette exclusion. Non, je ne le pense pas, parce que la RAST, la République sahraoui, bénéficie de soutien de poids, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont des poids lourds sur le continent africain, tant sur le plan économique que sur le plan diplomatique et politique. Donc je ne pense pas. D'ailleurs, je pense... Alors, il y a polémique autour de ce sujet. Est-ce que finalement le Maroc veut revenir à la table de l'Union africaine parce qu'elle a vu que c'était un échec? Moi, je pense plutôt. Je pense qu'il y a cette conscience finalement que la politique de la chaise vide n'a pas, je dirais, donné des fruits, n'a pas porté ses fruits. Donc le Maroc essaye justement, et Jean-Marie a raison d'appuyer sur ce fait-là, il essaye de développer cette diplomatie économique aux dépens de son poids politique, en raison de le fait que le Maroc puisse bénéficier d'une dynamique économique positive l'amène justement à conquérir des marchés, à aller à amener le roi Mohamed VI à visiter des pays d'Afrique de l'Est alors qu'il ne le faisait pas auparavant. Je pense que le Maroc essaye, je dirais, d'accroître son pouvoir, je dirais son hégémonie, économique, pour permettre justement un basculement des positions politiques. Mais je ne pense pas que c'est une stratégie qui va porter ses fruits. Alors, on ne le sait pas. En tout cas, vous l'avez rappelé, Malik, le Front Polisario a de gros soutiens. L'Algérie, on le sait bien évidemment, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Mais le Maroc aussi en a, puisque manifestement, il serait 28 au sein de l'Union africaine et désormais souhaiter l'exclusion de la RAST, dont les poids lourds que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même la République démocratique du Congo. Jean-Marie, comprenez-vous ces soutiens marocains? Je pense que, de mon point de vue, les soutiens marocains ne sont pas compréhensibles pour moi, Amira. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on parle de la République arabe sahraoui, il ne faut pas oublier qu'on est parti du Front Polisario et que vous avez une reconnaissance qui est bien antérieure à ça. Et cette reconnaissance-là des Nations Unies, je ne sais pas comment on va faire le Maroc pour pouvoir faire bouger les positions politiques. Ça voudrait dire qu'il faudrait remonter éventuellement, si vous voulez. Je parle de l'exclusion, je ne parle pas de l'intégration du Maroc. Il faudrait remonter jusqu'à l'ONU, c'est-à-dire pour demander en sorte que la reconnaissance qui date, comment dirais-je, il y a des décennies et des décennies, pour que les Nations Unies puissent se dédire dans la reconnaissance de la République arabe sahraoui en tant qu'État, en tant que tel. Donc je pense que la diplomatie que met en place le roi Mohamed II, Mohamed VI, c'est essayer, si vous voulez, d'avoir une influence dessus, mais je ne pense pas que le Maroc puisse aller jusqu'à déloger, si vous voulez, une reconnaissance de l'ONU en tant que telle. Peut-être que ce sera reconnu au niveau de l'Afrique, mais au niveau de l'ONU, je pense qu'il y aura pas mal... D'ailleurs, vous parliez pas mal d'hypothèses à poser sur la table. Vous parliez des Nations Unies, Jean-Marie, il n'y a pas si longtemps que ça, l'ONU a parlé d'occupation concernant le Maroc au Sahara occidental. On se rappelle de la polémique que ça avait créée entre les Nations Unies et le Royaume. Il y a donc un référendum d'autodétermination du Sahara occidental qui avait été proposé pour régler cette question. Malik, il est bloqué depuis 1992, puisque les différents protagonistes, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais en gros, n'arrivent pas à s'entendre sur la composition des listes électorales.
Quelle peut donc être la solution, Malik? Puisque la celle proposée par les Nations Unies, qui serait l'institution suprême, cette solution, elle est bloquée. Très cher amiral, je n'en vois pas de solution concrète si on ne respecte pas justement ce qu'a décidé l'ONU. Il y a des résolutions qui ont été prises en ce sens. Il y a la Cour de justice internationale qui s'est exprimée bien avant l'ONU sur cette question du fait que quand la colonie espagnole, quand l'Espagne est partie justement de ce territoire, on a déclaré que ce territoire devait appartenir au peuple qui était présent. Le peuple qui était présent sur ce territoire, c'est le peuple sahraoui. Il y a eu après la marche verte et puis en 1975, en 1975 menée par Hassan II. Donc si on suit le droit international, on ne peut que respecter la voix souveraine du peuple sahraoui. Le problème, c'est qu'entre-temps, le Maroc a, je dirais, réussi à conquérir ce territoire et installer une partie de sa population, parce qu'il faut le dire, il y a une migration de la population marocaine du nord vers le sud. Le Sahara occidental aujourd'hui, quand on prend l'ensemble du territoire, est composé sur le plan de la démographie de plus de Marocains que de Sahraouis. Donc là, et le problème, c'est que je pense qu'on est... Alors je ne dirais pas vers une chose qui est inéluctable, parce que je ne voudrais pas être pessimiste pour le peuple sahraoui, mais tant qu'on n'arrivera pas à mettre en exergue le fait qu'il y a tout un corps électoral qui ne doit pas être compté, et à savoir la population marocaine dans ce référendum-là, on n'y arrivera pas. Donc bien évidemment, il y a encore des pays, on parle des pays africains, mais il y a beaucoup de pays en Europe, en Amérique, en Asie qui soutiennent la République arabe sahraoui. Jean-Marie, très rapidement, pensez-vous qu'aujourd'hui une issue est possible? Je ne pense pas qu'une issue facile soit possible. Une issue est toujours possible, amiral. Mais dans le conflit qui oppose, si vous voulez, le Maroc et la République arabe sahraoui, c'est une chose simple. Moi, ça me rappelle, c'est-à-dire Israël et la Palestine. Tout simplement pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des territoires qui sont reconnus, si vous voulez, des États qui sont reconnus en tant que tels au niveau du droit international. Et par là, on peut considérer comme étant une annexion, parce que si on repart, si vous voulez, depuis Berlin, dont on parle de la République sahraoui, ça veut dire que dans le droit international, la position, si vous voulez, qu'a pris le Maroc à l'intérieur de ce territoire-là peut être considérée tout à fait comme étant une position d'occupation des territoires, un territoire qui a été reconnu des années et des décennies avant en tant qu'un territoire autonome. Donc là, je pense que le Maroc aura énormément de mal de pouvoir convaincre, si vous voulez, la communauté internationale, parce que là, il n'y a pas que la communauté africaine. Revenir à l'OUA, c'est une chose, mais maintenant, c'est-à-dire faire partir la République arabe sahraoui, ce ne serait pas évident, de mon point de vue. Malik. Très rapidement, il y a deux garde-fous qu'il faut mettre en évidence aussi. C'est que les États-Unis et la France ont des positions très concrètes sur le Sahara occidental. Paris est aligné sur la position de Rabat et Washington essaye d'être neutre, mais penche plutôt vers Rabat. Donc tant qu'on n'a pas clarifié ces positions-là, tant qu'on n'a pas ces soutiens qui disparaissent du côté du Maroc, la situation sera figée. Et au Ghana, suite à l'assignation de la commission électorale par certains candidats à la présidentielle du 7 décembre, de nombreux observateurs redoutent le report du scrutin présidentiel initialement prévu le 7 décembre. Et le président de l'institution s'est voulu rassurant et a confirmé qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. C'est un sujet de Mokelsomba. Le 7 décembre 2016, date officielle retenue pour la tenue de l'élection présidentielle au Ghana. Cependant, cette date pourrait être remise en cause, selon de nombreux observateurs, en raison de l'assignation de la commission électorale par certains candidats recalés. Les partis d'opposition, à savoir le National Democratic Party de l'ancienne première dame Nana Konadu-Rawlings, le Progressive People Party et le Consolidated People's Party, ont saisi la justice pour que leur candidat soit remis en course pour la présidentielle. Aujourd'hui, ils attendent que l'instant juridique saisi se prononce sur cette affaire pour qu'ils soient fixés sur leur sort. Nous sommes devant un fait accompli aujourd'hui en fonction du temps qui est interparti à la commission électorale pour organiser les élections. Donc au vu de cette date, en l'espace d'un mois, il sera aujourd'hui difficile que la justice donne preuve ou bien donne raison à ces différents candidats malheureux à pouvoir être autorisés par la commission électorale à se représenter. La commission électorale ghanéenne a validé 4 candidatures sur 17. Elle reproche aux 13 candidatures invalidées la non-conformité de leur dossier. Charlotte Ozeyi, la présidente, a d'ailleurs annoncé que la commission électorale ne peut pas revenir sur sa décision. Nous tendons aujourd'hui vers une situation inédite au Ghana,
D'autant plus que ces candidats, que nous appelons candidats malheureux, tiennent à ce que leur candidature soit validée. Donc la situation aujourd'hui elle est un peu confuse avant la déclaration de la présidente de la commission électorale qui est contre un retour en arrière pour valider certaines des candidatures invalidées. Mais là aujourd'hui il y a un peu de suspense parce que si la commission reporte cette date, il y aura un vide constitutionnel. Le pays risque de tomber dans un vide constitutionnel. Et tout cela fait craindre que le pays passe dans la violence ou bien dans une situation de non-droit. Le Ghana est réputé pour sa démocratie et sa stabilité politique. Rappelons que la commission électorale a validé 4 candidatures. Il s'agit de celle du président sortant John Dramani Mahama, Nana Akufo-Addo du parti de l'opposition NPP, Ivor Greenstreet du CPP et Jacob Yeboah, candidat indépendant. Alors on m'a dit que 12 candidatures au total pour non-conformité de leur dossier ont été invalidées par la commission électorale. Comprenez-vous la démarche des candidats recalés ? Je la comprends tout à fait, parce que je trouve que c'est étrange qu'il y ait autant de candidatures qui sont recalées. Alors, je ne suis pas au sein de cette institution pour savoir si les dossiers sont parfaits ou non, mais comme ça, de visu, ça me paraît étrange. Alors, il faudrait quand même... C'est 12, je rappelle, pour nos téléspectateurs, c'est 12 candidatures sur 17 qui ont été invalidées. Oui, ce qui est beaucoup, ce qui est les 3/4 quasiment, ça me paraît quand même étrange. Alors, comme je vous l'ai dit, me prononcer et dire que oui, l'institution a tort ou a raison, je ne peux pas le dire. Il faudrait que cette institution, par contre, soit plus claire. Pourquoi ces candidatures ont été invalidées, que les candidats fournissent la preuve qu'ils ont apporté les éléments nécessaires aussi, parce que quand on se bat pour aller à l'élection présidentielle, il faut apporter les preuves de sa bonne foi. Donc, tout ce que je souhaite, c'est quand même que le Ghana, qui est un exemple de démocratie dans la région, puisse le rester, le demeurer et enfin ancrer sa démocratie pour être un exemple pour toute la région. Jean-Marie, il y avait déjà eu une polémique, c'était le versement des 11 000 € environ, si je me rappelle bien, que tout candidat devait débourser pour se lancer dans cette course à la présidentielle. On avait alors accusé le pouvoir de vouloir se débarrasser de ses adversaires. En tout cas, c'était la lecture de certains opposants au Ghana. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette mesure? Comment l'appréciez-vous? Moi, j'apprécie, si vous voulez, concernant un pays comme le Ghana, aujourd'hui, la dynamique démocratique du Ghana n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc, je suppose, comme Malik le disait tout à l'heure, c'est que vous avez un certain nombre de règles constitutionnelles qui n'ont pas été respectées par les candidats. Mais maintenant, à eux de prouver que leurs candidatures, ce sont des candidatures qui obéissent, si vous voulez, à la réglementation constitutionnelle du Ghana en tant que telle. Donc, de mon point de vue, nous avons vu des alternances au Ghana depuis Jerry Rawlings jusqu'à ce jour. Depuis que Rawlings est parti, pratiquement, le Ghana est rentré dans une ère démocratique réelle. C'est un des réels pays en Afrique dans lesquels on ne peut pas trop parler de tripatouillage électoral parce que ça peut toujours exister en tant que tel. Mais de mon point de vue, la position ghanéenne aujourd'hui, c'est un pays dans lequel vous avez une démocratie qui est ancrée. Je pense que ce n'est qu'un épiphénomène qui trouvera, comment dirais-je, très rapidement un règlement. Alors Malik, 4 candidats, dont les 2 principaux, le président sortant, bien évidemment, John Dramani Mahama, et le leader du principal parti d'opposition, Nana Akufo-Addo. Est-ce un duel qui pourrait s'annoncer serré, selon vous? Très serré, parce que ce ne sont pas deux personnalités politiques tout à fait jeunes. Ce sont des, entre guillemets, pas des vieux routards, mais presque de la politique ghanéenne. Et donc, ça pourrait quand même, justement, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'espoir dans le Ghana, c'est que c'est le seul pays où il y a véritablement, je dirais, du suspense. On n'a pas le résultat à l'avance, ou du moins, les dynamiques peuvent changer très rapidement. On l'a eu au Bénin également, On l'a eu au Bénin. On pensait tous que Zinsou allait gagner. Finalement, c'est Patrice Talon. Donc, je dirais, quel plaisir de voir qu'il y a un peu de suspense dans cette politique ghanéenne. Donc, vous dire que ce duel sera très serré, certainement. Jean-Marie, on parle beaucoup de ce bilan économique de John Dramani Mahama. Il est souvent encensé. Loué, vous aussi, vous pensez qu'il a un bilan économique vraiment de taille? Je pense qu'il y a un bilan économique qui est positif de mon point de vue, Amira. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Ghana aujourd'hui, indépendamment, si vous voulez, de la dynamique pétrolière, nous connaissons tous, si vous voulez, c'est un pays producteur de pétrole. Mais n'empêche que le Ghana est un des pays en Afrique dans la dimension économique que nous rappelons souvent sur ce plateau qui a
c'est-à-dire entamer sa diversification bien avant les autres économies africaines. Ce qui fait en sorte que le Ghana a pris une avance dessus, même en termes d'industrialisation. Comme je l'ai dit souvent sur le plateau, c'est-à-dire les pays anglo-saxons sont toujours un peu devant nous à Mira, c'est-à-dire en ce qui concerne la dynamique économique, comparé aux pays francophones. Donc, la dynamique économique du Ghana est une dynamique positive depuis pratiquement plusieurs années, dans la mesure où les économies sont gérées, si vous voulez, je ne dirais pas la gestion administrative, c'est-à-dire dans les pays francophones, c'est plutôt une gestion entrepreneuriale. Donc, la plupart des économies, si vous voulez, tout à l'heure, là, on en parlera plus loin dans le sujet, vous prenez des pays comme le Kenya et tout ce qui s'ensuit, c'est une gestion qui est beaucoup plus anticipative que la gestion administrative que nous connaissons dans la zone française, si vous voulez, africaine. Donc, aujourd'hui, quand on regarde le bilan, quand vous regardez la plupart des pays, en dehors de la Côte d'Ivoire dont on parle souvent en termes de croissance, mais quand vous regardez les fondamentaux de l'économie, les fondamentaux économiques sont très forts au niveau du Ghana. Malik, on a un bilan positif pour le président ghanéen du côté Jean-Marie, et vous ? Plutôt positif, néanmoins, Jean-Marie a raison de dire que le Ghana a été un des pionniers dans la diversification économique. Néanmoins, il faut faire attention aussi, par exemple, au secteur agricole, qui parfois au Ghana peine à garder une certaine dynamique. Le secteur agricole a été impacté dans certaines filières, notamment, à cause, comme on le sait tous, souvent, des aléas climatiques. Et donc, c'est vraiment le point faible de certains pays africains dans la préservation, justement, d'une agriculture qui soit, florissante. Néanmoins, cette culture, et là, Jean-Marie m'a ôté les mots de la bouche, cette culture de l'entrepreneuriat, elle est très présente au Ghana comme dans les pays anglophones. Et c'est cette culture-là, le fait qu'on n'ait pas une administration qui soit pesante, qui soit bureaucratique comme dans les pays francophones, fera que le Ghana pourra poursuivre cette lancée. Et justement, cette culture de l'entrepreneuriat, on en parle en deuxième partie de l'Africa Newsroom, puisqu'on va parler d'une start-up rwandaise qui a créé des kiosques qui permettent aux Rwandais de recharger leur téléphone mobile ou alors tout simplement d'avoir accès à Internet. On en parle dans quelques instants. À tout de suite.